Merci Armand. Contrairement aux apparences, je voudrais dire que le travail que je fais envers le corps enseignant et la lutte anticréationniste, en particulier dans ses conséquences potentielles dans l'enseignement français, ne me constitue pas la majorité de mon temps professionnel d'activité. Je suis chercheur avant tout, mais je suis un chercheur qui s'interroge beaucoup sur le rôle social des chercheurs dans les pays occidentaux d'abord et voire plus large. Et je ne conçois pas un métier comme le mien qui consiste à travailler à l'intérieur des sciences de l'évolution en laissant dire sur ce métier, à l'extérieur des sciences, des choses qui, de toute évidence, selon nous, scientifiques, de toute évidence, donc, manipulent les élèves dans un but politique. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites par le documentaire précédent. Et c'est justement, en fait, la jonction de la politique et de l'épistémologie que je voudrais pointer tout de suite. Parce que, comme le documentaire vous le montre, en fait, les stratégies des nouveaux créationnismes, alors qu'ils soient durs comme ceux qu'on a vus dans le documentaire, mais qu'ils soient doux comme certains créationnismes philosophiques à l'œuvre en France actuellement, tous, en quelque sorte, sont sur des terrains qui consistent à redéfinir les sciences de l'intérieur de manière à les instrumentaliser. Et autant il est facile de réfuter en quelque sorte le négationnisme d'Aroniaya, autant vers un public éduqué, il est moins évident de faire identifier le travail, par exemple, de la fameuse UIP, Université interdisciplinaire de Paris, qui convoque dans le journal Le Monde les scientifiques pour qu'ils prennent leurs responsabilités sur les conséquences métaphysiques de leurs découvertes. Là aussi, il y a un travail d'épistémologie qui est à faire, et c'est celui dont je voudrais vous parler, parce que finalement, c'est celui qui est le moins facile à identifier. Alors, une typologie des créationnismes, mais seulement en termes de stratégie épistémologique, pas tellement en termes de stratégie politique, d'autres que moi en parleront certainement. Le travail de fond des créationnismes consiste à faire dire aux sciences ce qu'elles ne disent pas. Ça, c'est quand on lit les sites web, c'est assez typique. Les mobiliser dans des fonctions qui sont étrangères aux sciences. Par exemple, on fait croire au public on laisse entendre, on ne le dit même pas explicitement, mais le contenu du propos laisse entendre que les sciences seraient à même d'avoir à rassurer, par exemple, devraient rassurer les citoyens sur des angoisses métaphysiques du type qu'est-ce qu'il y a après la mort, du type, enfin tout type de questions, je ne vais pas faire la liste, de questions philosophiques, voire même qui devraient être traitées sur le terrain théologique. Enfin bon, on fait comme si les sciences avaient à répondre à des questions qui dépassent la simple avancée, si vous voulez, des connaissances dites objectives. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Et comme les sciences sont impropres, on les sent impropres à rassurer le monde sur toute une série de questions qui, pour des scientifiques, sont des questions qui ne font pas partie du contrat du métier de scientifique, eh bien, on va redéfinir des sciences de l'intérieur pour qu'elles y répondent à ces questions et pour que les scientifiques, finalement, nous racontent des choses sur la vie après la mort, sur la validité du contenu littéral d'un texte sacré, par exemple, etc. Le problème que j'identifie moi comme scientifique professionnel, c'est que ces gens-là bénéficient du silence de mes collègues. Il y a une majorité silencieuse chez les scientifiques, et il serait peut-être temps que cette majorité silencieuse se mobilise. Dit autrement, il serait peut-être temps que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'y collent, parce qu'il y a une vraie fragilité à ce que ce soit toujours le même ou les mêmes scientifiques que l'on voit dans les livres, à la télé, en train de déjouer les manipulations épistémologiques des créationnistes. C'est très facile, bien sûr, vous comprenez la fragilité. Ça c'est Lecointre, c'est le machin de Lecointre. Lecointre c'est un athée, alors que jamais je ne me suis permis de faire une mention publique. Je considère que ça violerait le contrat de mon métier en tant que scientifique professionnel. Je n'ai pas à faire mention publiquement de mes options métaphysiques personnelles. C'est très facile d'identifier des scientifiques, de réduire des scientifiques qui rappelleraient quel est le périmètre méthodologique des sciences à des athées militants. Vous comprenez bien que là, on a un tour de passe-passe qui est relativement facile à faire et qui conforte en fait les créationnistes dans leur position, ou du moins prétendument. Alors, trois forces, puisqu'on manipule l'épistémologie, pour faire vite, trois forces qui sont classiquement identifiées comme utilisant les sciences à d'autres fins que l'avancée des connaissances objectives, des forces mercantiles, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pouvez très bien imaginer, j'avance vite, des forces idéologiques, qui sont aussi à l'œuvre dès l'apparition d'ailleurs, je vous le rappelle, de l'origine des espèces de Darwin. À peine Darwin avait-il sorti son livre que Francis Galton
à gauche, et puis Herbert Spencer à droite, ses contemporains s'emparent, piochent dans le livre des morceaux qui les arrangent, en fait, pour exporter vers l'extérieur de la biologie des conceptions, alors soit philosophiques pour Spencer, soit sociales, politiques et économiques pour Galton. D'ailleurs, pour Spencer, c'est le cas aussi. On va avoir donc ce qu'on appelle, dans la formulation de 1880, un darwinisme social qui n'est pas un darwinisme en fait, naître chez Spencer, et l'eugénisme naître chez Galton. Donc la prédation idéologique sur des portions, sur des pièces de science, si vous voulez, elle se fait dès l'apparition de l'origine des espèces. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, ça continue aujourd'hui. Des récupérations religieuses, et c'est à ça qu'on s'intéresse, il y a différentes formes de sciences qui se qualifient, de créationnisme, pardon, qui se qualifient eux-mêmes de sciences, des groupes religieux donc qui entendent légiférer dans le monde physique, pour évidemment rendre ce monde physique conforme au contenu littéral d'un texte. Alors vous avez ici la Creationist Science classique avec Henry Morris, Duane Gish, et puis l'Intelligent Design à droite avec Philip Johnson aux États-Unis, qui donc est celui qui a remis, si vous voulez, la théologie de l'anglican William Paley, déguisée en science, en tant que nouvelle stratégie d'un créationnisme modernisé. Ces différentes stratégies, on les qualifie toutes de créationnistes. Alors il faut peut-être effectivement s'intéresser à ce qu'on appelle le créationnisme, et ça déjà ça décante une partie du débat. On pourrait qualifier d'un créationnisme philosophique une posture philosophique qui postule que pour expliquer la nature, on a besoin d'une entité extranaturelle, omnipotente et omnisciente, quel que soit le mécanisme par lequel cette entité s'y prendrait. Une entité extranaturelle qui ferait l'évolution, comme c'est le cas chez certains adeptes de l'intelligent design, eh bien c'est un créationnisme au sens philosophique du terme. Donc un créationnisme philosophique, c'est effectivement le postulat d'une entité extranaturelle agissante. S'oppose à ce créationnisme philosophique un matérialisme philosophique qui consiste à dire que la matière, qui constitue le monde naturel, se suffit en elle-même, en quelque sorte, pour générer son propre changement. Il n'y a pas besoin d'entité extranaturelle pour penser le changement de la matière. Et quand je dis changement, prenez-le vraiment au sens large. Alors ces deux postures philosophiques, ce n'est pas le débat dans lequel des scientifiques professionnels mobilisés à ce titre, je dis bien mobilisés à ce titre, vous verrez en quoi les casquettes sont importantes tout à l'heure, ce ne sont pas des matières en quoi les scientifiques professionnels sont amenés à légiférer, dans la mesure où, expérimentalement, ces deux postures sont inaccessibles. Là où les scientifiques sont habilités, à mon sens, je suis prêt à en discuter pendant la table ronde, là où les scientifiques sont habilités effectivement à réagir, c'est lorsqu'il s'agit d'un créationnisme au sens restreint, c'est-à-dire ces créationnismes qui se qualifient de scientifiques eux-mêmes et qui entendent prouver scientifiquement la validité du contenu littéral d'un texte. Alors on appelle ça donc le créationnisme scientifique. Alors je le mets entre guillemets car on peut très vite identifier en quoi il ne l'est pas. Alors il y a des créationnismes aujourd'hui par couches historiques successives et j'insisterai beaucoup plus sur les versions sophistiquées que l'on voit en Europe. Je ne vais pas m'étendre sur le négationnisme d'Aruniaya. Il suffit de regarder l'Atlas pour s'en rendre compte. J'avance un peu vite. Nier la science purement et simplement, avec une pseudo-rationalité qui s'exerce, certes, mais elle s'exerce sur des données biaisées, et ça fait office de preuve pour des lycéens ou des collégiens. C'est très diffusé sur le web, comme vous le savez. J'avance plus vite. Évidemment, là, on est dans un négationnisme pur et simple. Plus sophistiqué, la mimétique. La Creationist Science de Morris et Gish, c'est un travail, si vous voulez, ça correspond à un changement de stratégie dans les années 60 aux États-Unis d'Amérique. Le négationnisme n'étant plus, en quelque sorte, n'ayant plus suffisamment de succès auprès des classes moyennes et éduquées, on change de stratégie, on préconise de se rendre plus scientifique que les scientifiques et d'entendre prouver cette fois-ci scientifiquement le contenu exact d'un texte. Plus sophistiqué encore, l'intelligent design. Alors, je ne sais pas s'il faut le traduire en français, mais c'est cette idée tout simplement que nous pourrions réintroduire en tant qu'explication scientifique le recours à une entité extranaturelle omnipotente, une transcendance si vous voulez, ou une providence.
L'intelligent design est un providentialisme. En fait, il est directement tiré dans son argumentation tout droit de la théologie naturelle de William Paley. La merveilleuse adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature ne peuvent pas être le fruit du hasard, disent-ils. C'est le hasard qui cloche là-dedans. En fait, la plupart du temps, c'est vraiment le point central. Jean-Michel Beignet le pointe de manière tout à fait pertinente dans son introduction au Télérama hors série sur Darwin qui est sorti en février. Il a tout à fait raison. Le point nodal, le point qui fait mal, c'est de pouvoir comprendre intellectuellement et rationnellement comment les manifestations de la vie que nous avons devant nous puissent être dues au hasard. Alors évidemment, on ne dit pas de quel hasard on parle. Il faudrait un séminaire entier sur cette notion. Mais c'est là que ça fait mal. Donc en fait, il faut une entité extranaturelle qui dirige, si vous voulez, un processus évolutif qui ne peut pas être darwinien pour ces gens-là. Alors la théologie de William Paley, on la déguise en science, on la présente comme une théorie scientifique, et on va dire, ben voilà, la merveilleuse adéquation entre les formes et les fonctions dans la nature ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a un designer. À chaque fois, comme le dit le documentaire tout à l'heure, à chaque fois que vous avez un échec expérimental pour expliquer la nature, eh bien on mobilise un grand concepteur, une providence, qui viendrait à la rescousse de nos échecs expérimentaux. Je vous rappelle que ça n'est ni plus ni moins que cela. Je vous renvoie vers William Paley et son horloge. Ça n'est ni plus ni moins que cela, et je peux vous garantir qu'en cycle 3, on peut expliquer à des élèves aujourd'hui que cette posture est un renoncement aux sciences. Parce que l'effort expérimental chez les scientifiques, précisément, n'est consenti, c'est du boulot de faire des manips, hein. L'effort expérimental n'est consenti que parce que nous avons laissé au vestiaire du laboratoire nos options métaphysiques personnelles, y compris pour ceux qui ont envie de croire d'ailleurs qu'il y a un grand concepteur. Le grand concepteur n'entre pas dans le laboratoire depuis 250 ans, et c'est bien pour ça que depuis 250 ans, on a eu ce qu'on a appelé une révolution scientifique. La puissance intellectuelle des scientifiques n'a fait que croître. Plus sophistiqué encore, spiritualisme englobant. Spiritualisme englobant, tenez-vous bien, là on est à la limite de l'épistémologie et de la sociologie des sciences. Alors, dans le spiritualisme englobant moderne, on va volontiers récuser les trois premières postures que je viens de vous citer, le négationnisme, la mimétique et le providentialisme. On va récuser les trois postures, mais, il y a un mais, on va tout de même dire qu'il y a un grand projet de connaissance. Alors, il n'y a pas d'adjectif après connaissance, hein, c'est laissé dans le flou. Moi, quand je suis scientifique, je parle de connaissances objectives. Qu'est-ce que ça veut dire, objectif? Ça veut dire que les connaissances que nous considérons comme validées sont des connaissances qui ont été corroborées par des observateurs indépendants. S'il y a des scientifiques dans la salle, vous le savez, il n'y a pas plus grande récompense pour un scientifique dans sa carrière. Ce n'est pas le facteur d'impact des papiers dans lesquels on publie qui sont des récompenses. La plus grande récompense, c'est quand une équipe avec qui on n'a jamais échangé trouve le même résultat que vous. Là, vous êtes très content, vous dites d'abord, je ne me suis pas trompé. J'ai eu beau publier, ça confirme ce que j'ai publié, et on a vraiment quelque chose qui, du point de vue du degré de fiabilité qu'on accorde aux connaissances produites, eh bien, le degré de fiabilité devient maximal. Les connaissances objectives, elles mettent du temps à gagner ce titre, parce que ce n'est pas la première publication que une connaissance peut être qualifiée d'objective. Il faut parfois attendre 2 ans, 5 ans, 10 ans avant qu'un consensus se fasse, que des résultats aient été reproduits. Y compris en évolution, contrairement à ce que disent certaines personnes qui ont été filmées dans le documentaire, y compris en évolution, on peut démontrer, on le verra dans le débat si vous voulez, on peut démontrer aisément que la démarche rétrospective phylogénétique, elle produit des résultats reproductibles, bien sûr. Il y a évidemment toute l'épistémologie de la preuve qui est derrière. L'évolution travaille sur 2 régimes de preuve, un régime de preuve rétrospectif et un régime de preuve expérimental classique. On y reviendra si vous le souhaitez. Donc, la connaissance objective, pour nous, ça veut dire quelque chose de précis, des connaissances qui sont corroborées par des observateurs indépendants. Et plus ils sont indépendants, plus la corroboration est puissante. Alors, la réfutation, elle-même, devant être reproduite, la réfutation fait le jeu elle-même de sa propre corroboration, bien sûr. Hein. Je ne rentre pas dans le débat Popper contre Carnap. Hein, Alors, le problème qu'on a là, c'est qu'on nous dit qu'il y a un projet de connaissance plus grand que celui des sciences et qu'il y a un grand puzzle dans lequel les sciences sont une pièce, en quelque sorte, qu'il va falloir jouer. Et on attend des scientifiques, en tant que collectivité professionnelle, on entend des scientifiques
qu'ils insèrent leurs pièces dans leur puzzle, mais je vous rappelle que les pièces du puzzle, elles ne sont pas définies par les sciences. Les sciences, c'est la théologie qui définit le contour de la pièce du puzzle. Excusez-moi pour la métaphore, mais cette attitude consiste en quelque sorte à demander aux scientifiques, en tant que collectivité professionnelle, de prendre en compte des contraintes qui sont définies par un champ théologique et culturel qui est dehors. Et là, je ne parle pas du pilotage scientifique, du pilotage politique des sciences, je parle de la démarche scientifique elle-même. C'est ce dont il est question dans ces organisations. C'est le cœur méthodologique des sciences dont on va dire qu'il va devoir se plier à des contraintes venant du monde théologique ou du monde philosophique ou du monde qu'on pourrait qualifier autrement. Incorporation, alors éventuellement dans certains de ces mouvements, on a incorporation d'une démarche spirituelle, qualifiée de spirituelle, à l'intérieur du travail collectif de la professionnelle des scientifiques. Les enjeux, c'est de garder le monopole du discours sur les origines. Qui a besoin de garder le monopole du discours sur les origines? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Des visées théocratiques, bien entendu, aux États-Unis, c'est évident, c'est écrit dans le Wedge Document, en Australie également. En Europe, c'est plus compliqué, mais il faut s'y intéresser. Évidemment, on vise directement l'éducation. Le documentaire l'a bien montré. Domestiquer la science et les scientifiques, j'ai envie de vous dire que nos méthodes et nos résultats, nous sommes nous-mêmes sceptiques sur nos résultats. Nous ne cessons de remettre en cause les résultats de nos prédécesseurs. Nous sommes sceptiques éventuellement sur les microméthodes qu'on utilise dans tel ou tel laboratoire, mais nous ne sommes pas sceptiques en tant que scientifiques professionnels sur la démarche scientifique elle-même, que je n'aurai pas le temps de spécifier d'ailleurs. Moyens. Alors les moyens, on les voit rapidement. Il y en a au moins deux que je voudrais vous citer. On n'aime pas le hasard darwinien parce qu'en fait, c'est un monde naturel qui ne nous donne pas de destin. Et cette projection psychologique du destin sur un monde naturel, c'est le principal blocage, comme je l'ai dit, de l'ensemble des créationnismes. Confusion, valeur-effet. Alors ça, c'est le boulevard. La science est immorale. Et il va falloir réintroduire la religion dans les sciences pour la moraliser. Ça, c'est le discours majoritaire qu'on trouve dans ces mouvements. Je cite toujours ces deux boules parce qu'elles me semblent éclairantes. Ces gens-là confondent en permanence le contrôle social de ce qui se passe dans un laboratoire, le contrôle social de la société des chercheurs, et la méthode scientifique avec laquelle vous allez faire une démonstration, ou alors les raisonnements scientifiques, l'architecture de la démonstration, si vous voulez. Donc il y a bien un cœur méthodologique des sciences que ces gens-là appellent, dans lequel ils appellent, si vous voulez, un retour du religieux, qui serait lui-même garant, en fait, en quelque sorte, d'une utilisation morale des sciences. Il y a évidemment une confusion entre le cœur violet et le périmètre bleu. Le cœur violet, un algorithme de parcimonie est-il moral ou pas? La morue est plus proche du Saint-Pierre qu'elle ne l'est de la Baudroie, c'est moral ou pas? Vous m'avez compris, la science, elle est amorale, elle n'est pas immorale. Amorale dans ses méthodes d'appréhension du monde. Par contre, le pilotage de la science, les relations des professionnels entre eux, il y a bien une éthique de la profession qui, elle, est morale, bien sûr, et là, l'éthique s'exprime. Juste un mot là-dessus et j'en termine. Avant de tuer la morue pour la séquencer, je l'ai anesthésiée, la morue. Est-ce que vous pensez que l'anesthésie de la morue rentre dans la démonstration de la position phylogénétique de la morue? Vous voyez à quel degré de confusion on en est rendu, hein. Le fait d'avoir anesthésié la morue n'a rien à voir avec la démonstration. L'anesthésie, elle est dans la couche bleue, l'algorithme phylogénétique, il est dans la couche violette. Dans le journal Le Monde, on ne cesse de faire la confusion entre l'éthique qui s'exprime au niveau du contrôle social de ce que font les scientifiques et la amoralité des méthodes scientifiques dont les religieux voudraient qu'elles se spiritualisent de manière à ce que les utilisations des sciences deviennent morales. Et je passe évidemment le tour de passe-passe qui consiste à réserver aux religions le monopole de la morale, hein. Ça aussi, on pourrait en discuter longtemps. Enfin, toujours est-il que, vous voyez, il y a plusieurs couches de confusion qui font que les choses, si elles ne sont pas dites clairement par nous, les premiers, nous les scientifiques qui menons cette profession, si nous ne sommes pas mobilisés pour dire ce qu'est notre profession, la mettre en mots tout simplement, eh bien on va rester une grande majorité silencieuse à regarder Haroun Yahya à la télévision et bientôt dans les programmes scolaires. Brouillage du statut scientifique des théories, ça vous l'avez vu dans le documentaire. Confusion entre les options individuelles et contrats collectifs, c'est ma conclusion. Tous les créationnismes, quels qu'ils soient, y compris dans la version la plus sophistiquée, la version française, dite UIP, qui se paye des encarts dans le journal Le Monde, je vous le rappelle,
tous les créationnismes travaillent à une confusion entre un cadre personnel et un cadre collectif. J'ai utilisé le résumé du fascicule de ce congrès à faire un plaidoyer pour que mes collègues fassent identifier auprès des décideurs politiques le caractère foncièrement et tacitement laïque du contexte de validation des savoirs scientifiques. Si vous publiez dans votre article scientifique, si vous faites mention de vos idées politiques ou de vos idées religieuses, le papier il est refusé. Il y a bien quelque chose qui s'exprime dans la profession en termes de contrôle du savoir qui est produit. Jamais on met de mots là-dessus, mais nous sommes tous mis d'accord à l'international. Moi je parle de contrat, les sociologues disent que c'est un mythe, je préfère parler de contrat. Il y a un contrat dans le métier tout de même, on n'apprend pas n'importe quoi à nos doctorants, on ne fait pas mention de ces opinions métaphysiques personnelles dans un papier, même si, évidemment, comme les sociologues d'ailleurs le rappellent souvent, et les historiens des sciences aussi, les scientifiques, dans leurs inspirations, peuvent subir, évidemment, un contexte culturel, historique, localisé, bien entendu. Mais la reproductibilité des expériences qui est exigée conduira à terme, pensons-nous, à une stabilisation d'une connaissance qui, normalement, devrait s'affranchir au mieux des pressions dont j'ai parlé. Cadre personnel, chacun est libre d'élaborer ou non pour soi un agencement métaphysique avec les résultats des sciences, mais ceci ne constitue pas une connaissance objective au sens où je l'ai dit. Cadre collectif, écoutez, il y a un cadre épistémologique dans lequel le métier des scientifiques s'exprime et qui, normalement, s'il était respecté, permettrait d'identifier l'ensemble des créationnismes qu'on a vus comme étant non scientifiques. Scepticisme initial sur les faits. Le créationnisme d'Arun-Yahya, non, certainement pas. Il n'est pas sceptique sur les faits, pas au sens où nous le sommes en tout cas. Et le créationnisme de Maurice Egish, encore moins, puisque je vous rappelle que il y a une programmatique de la découverte chez eux. Il s'agit de prouver scientifiquement le contenu littéral d'un texte sacré. Matérialisme méthodologique, qui ne fait que dire simplement ce dont les scientifiques s'emparent pour leurs expériences du monde réel, c'est matière ou propriété de la matière. C'est un matérialisme extrêmement humble. Il ne dit pas tout est matière. Il dit de ce dont on s'empare pour faire des manips, c'est de la matière ou de la propriété très sophistiquée de matière. En d'autres termes, nous ne savons pas travailler avec des entités déclarées a priori comme immatérielles, comme l'est par exemple l'élan vital, l'esprit avec un grand E, ou l'âme, dont on nous dit par ailleurs qu'elle est une création immatérielle de Dieu. Ça, on ne sait pas faire avec. Nous ne savons travailler qu'avec la matière sur le plan expérimental. C'est un matérialisme seulement méthodologique, mais qui est décrié comme étant un matérialisme philosophique par les tenants de l'intelligent design, par exemple. Le rationalisme, évidemment, nous sommes rationnels dans notre démarche. Neutralité métaphysique. Et le cadre politique idéal, qui est suivi par les scientifiques de manière tacite, c'est une condition laïque, tacitement laïque, du contexte de validation des savoirs. Si nous sommes d'accord sur une base, on va dire aussi élémentaire que celle-là, nous devrions être capables de faire identifier à nos journalistes, à nos politiques, les démarches créationnistes que nous avons vues comme n'étant pas des démarches scientifiques. J'en termine là. Donc je souligne, évidemment, j'appelle mes collègues à faire identifier la condition tacitement laïque. Elle n'est pas déclarée comme telle dans les textes, mais elle est tacitement laïque du contexte de découverte des savoirs. Merci.